Bonjour, je suis le docteur Martin. Je suis accompagné aujourd'hui de Robert, mon assistant, qui va m'aider à vous expliquer en quoi consiste la dystocie des épaules et une de ses complications principales, la lésion du plexus brachial chez l'enfant. Ce sont des complications qui sont très rares, mais malheureusement, quand elles surviennent, il faut d'une part que l'équipe obstétricale soit très rapide pour régler le problème et en même temps très précautionneuse pour essayer de diminuer le taux de complications graves. Voilà. Donc, je vais commencer par vous faire un petit schéma pour vous expliquer la situation. Alors, j'ai l'habitude de dessiner les femmes de profil, mais pas du tout comme Modigliani, vous allez voir, puisqu'on va choisir un profil plus médical. On va prendre, imaginez-vous quelqu'un de profil, une femme enceinte, en fin de grossesse. Ça, c'est la cuisse, le ventre qui se poursuit derrière. Et puis, ici, vous avez ce qu'on appelle la symphyse pubienne. C'est l'os qui se trouve en dessous du nombril et qui est un élément important lors de l'accouchement puisque c'est là que le bébé risque de bloquer. Le deuxième élément important, c'est le rachis, la colonne vertébrale. Colonne vertébrale qui est donc en arrière, en bas sur ce dessin, et qui va avoir une forme à peu près comme ceci, avec des corps vertébraux. Je vous les simplifie. Ici, le sacrum. Bon, derrière, les vertèbres ont des petites apophyses. On va passer les détails. Toujours est-il qu'ici, il y a la cavité abdominale et pelvienne. Et vous allez me dire, où est le bébé? Alors d'abord, on va faire les fesses de la dame, tiens, au passage. Voilà. Et où est le bébé? Le bébé, il est ici, il est dans l'utérus. L'utérus est là, d'accord? Et à la fin de l'accouchement, quand on vous parle de dilatation complète, le col est largement ouvert. Le col est ici, comme ça, largement ouvert. Alors, où est le bébé? Dans le cadre normal, Robert va faire le bébé. Dans le cadre normal, l'enfant se présente, Robert est un peu plus souple qu'un bébé, se présente comme ceci, la tête en bas, avec le dos d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est la bonne situation. Et il va descendre comme ça. Voilà, pour s'extraire. Merci Robert. Dans le cadre qui nous préoccupe, la situation ne va pas être aussi simple. Donc vous savez que, pour ceux qui ont des chats, vous savez que quand le chat passe la tête quelque part, le reste du corps peut passer. C'est un peu la même chose en obstétrique. Si le bébé passe la tête, a priori derrière, les épaules et le reste du corps vont passer sans difficulté. Dans la dystocie des épaules, la tête est déjà passée. Elle est passée à travers cette dimension-là, cette espèce de golfe de tous les dangers. Elle a réussi à s'extraire. Mais le reste du corps va bloquer. Pourquoi? Parce que chez certains enfants, alors vous verrez que ce n'est pas le cas de Robert, parce que Robert a les épaules particulièrement peu larges. En revanche, chez certains enfants, les épaules sont plus larges. Et puis, chez certaines femmes, la conformation exacte de ce défilé, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ce que je vous ai dit, la complication exacte de ce passage n'est pas favorable au passage des épaules de l'enfant. Et ce qui va arriver, c'est que l'enfant va bloquer ses épaules ici, comme ceci. Voilà. Donc on va dessiner un joli bébé, enfin, on va essayer de dessiner un joli bébé, avec des jolies fesses de nu, une jambe, voilà. Donc on a un bébé qui est là, on a les épaules, et on a ici le cou et la tête. Voilà, c'est schématisé. Donc la tête est sortie, elle est en fait coincée à la partie externe du défilé féminin de sa mère, et alors qu'on pensait que l'enfant allait s'extraire, là il est bloqué, il ne peut plus sortir. C'est une situation extrêmement grave, parce que si la tête est sortie, l'enfant ne peut quand même pas respirer, puisque son thorax est encore comprimé à l'intérieur de l'utérus, et en même temps, le cordon ombilical, on va supposer que le placenta se situe quelque part au fond, le cordon ombilical qui va vers l'ombilic est généralement comprimé, et il ne lui permet plus d'avoir des apports d'oxygène. C'est une situation qui ressemble un petit peu à la situation du plongeur dont l'arrivée d'air vient de se couper. On a 3-4 minutes pour intervenir et le dégager et assurer une perméabilité des voies respiratoires, faute de quoi on va avoir des graves complications dont je vous parlerai après. Donc vous comprenez que ces deux épaules étant bloquées, il va falloir faire quelque chose. Alors il ne faut surtout pas tirer sur la tête, parce que là on va évidemment léser tous les éléments nobles du cou, à commencer par la colonne vertébrale et ce qu'il y a à l'intérieur qui est très précieux, qui est la moelle épinière. Et donc il va falloir faire des manœuvres. Manœuvres qui sont difficiles, comme vous vous imaginez, puisque la tête bloque la vulve maternelle et on ne peut pas rentrer d'instrument. On va juste pouvoir glisser la main.
Donc le principe va consister à engager une épaule puis l'autre. D'abord, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'on a bien à faire une dystocie des épaules. Donc l'obstétricien ou la sage-femme, enfin la personne qui est présente et qui va devoir intervenir en urgence, va se débrouiller pour passer la main autour de la tête de l'enfant et aller voir où sont les deux épaules. Si les deux épaules sont non engagées, c'est-à-dire l'une antérieure au-dessus de la symphyse pubienne et l'autre postérieure bloquée au niveau du promontoire, on est dans le cadre typique de la vraie dystocie des épaules. Alors, il y a des fausses dystocies des épaules où une des épaules est déjà engagée, auquel cas le dégagement va être plus simple. Mais le cas le plus dramatique, c'est celui de la vraie dystocie, où le diamètre des épaules est supérieur, momentanément du moins, au diamètre osseux et ne peut pas passer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord diagnostiquer la situation le plus vite possible, parce que là c'est une urgence, et la personne de l'équipe d'obstétrique présente, médecin ou sage-femme, va devoir intervenir. Là on n'a pas le temps d'attendre. Alors vous allez me dire, pourquoi on ne fait pas une césarienne? Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire remonter la tête. Donc si vous faites une césarienne et que vous intervenez ici, bah, vous êtes coincé aussi. Puis le temps d'installer la césarienne, l'enfant est déjà mort. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc quand la dystocie des épaules survient, il est trop tard pour tout, sauf pour dégager les épaules. Alors, il faut comprendre la situation. On a un utérus ici qui se contracte en permanence. L'enfant est déjà sorti, donc l'utérus est très contracté et il pousse pour favoriser l'accouchement. Et il pousse dans ce sens-là. Quand vous êtes en face de la femme qui accouche, vous avez tendance à tirer la tête par là. C'est une erreur. Il ne faut surtout pas tirer la tête par là, il ne faut pas tirer la tête du tout d'ailleurs. La tête, ce n'est pas une poignée qui permet de sortir l'enfant. Il ne faut pas se préoccuper de la tête et il faut éviter de la traumatiser. Il va falloir engager une des deux épaules, soit celle-ci en la ramenant à l'intérieur pour la passer sous la symphyse, soit celle-ci en la ramenant vers l'avant pour la passer au niveau du promontoire. Alors, il y a encore quelques années, le réflexe de beaucoup d'équipes d'obstétrique était de pousser au fond de l'utérus. C'est une erreur fondamentale. Plus vous allez pousser au fond, plus les épaules vont se bloquer ici. Donc ce qu'on appelle l'expression, Robert s'en évanouit à cette pensée, il a raison. Donc ce qu'on appelle l'expression utérine, qui consiste à pousser au fond de l'utérus, pousser là sur le ventre des dames pour essayer de les faire accoucher, non seulement ça ne sert à rien, mais en plus c'est formellement contre-indiqué, ça ne fait qu'aggraver les choses. On verra d'ailleurs après, sur la partie médico-légale, que si au cours d'une dystocie des épaules a été réalisée cette fameuse expression utérine, c'est une faute. Donc ça se fait plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors si un jour vous êtes témoin d'une dystocie des épaules, vous allez voir quand même des gens pousser sur l'utérus. Mais pas n'importe où, ils vont pousser ici, au-dessus du pubis. Ils ne vont pas pousser au fond, ils vont pousser au-dessous du pubis pour essayer d'engager cette épaule. C'est la première chose à faire. Et la première chose à faire dans le même temps, c'est d'hyperfléchir les jambes. C'est de ramener les jambes le plus haut possible, de ramener les genoux le plus haut possible vers les épaules de la mère. Pourquoi? Parce que si vous fléchissez les jambes, vous allez modifier cette distance osseuse. Vous allez modifier ce qu'on appelle la lordose lombaire, c'est-à-dire que vous allez faire reculer un petit peu cet élément osseux, vous allez faire basculer le pubis par là, et déjà, rien que par cette hyperflexion et éventuellement une pression ici au-dessus du pubis, vous allez pouvoir engager une épaule. Si ça ne se résout pas comme ça, là on va rentrer dans des manœuvres plus complexes, je ne vais pas vous les expliquer. Globalement, les manœuvres vont consister à rentrer une main pour essayer soit d'aller saisir une des mains de l'enfant, soit d'appuyer au niveau des épaules, pour faire tourner les épaules tout en abaissant une. On essaye en général d'abaisser l'épaule postérieure par les différentes manœuvres. Une fois que l'épaule postérieure est engagée, on va faire tourner l'enfant de 180 degrés pour engager la deuxième épaule et ensuite faire le dégagement. Le reste des techniques est particulièrement complexe, c'est un débat d'experts pour savoir lesquelles on doit faire, pas faire. En pratique, les dystocies des épaules sont tellement rares qu'il est quasiment impossible d'entraîner les gens. Beaucoup d'établissements, d'ailleurs c'est une recommandation, font des entraînements sur des mannequins, font des révisions des différents gestes avec des obstétriciens seniors, sachant de façon à entraîner les sages-femmes, les internes, un peu tout le monde, tous ceux qui sont susceptibles de se retrouver de jour ou de nuit brutalement confrontés à cette situation. On va en rester là pour ce qui est du mécanisme. Je pense que là, vous avez compris où est le problème, les épaules qui bloquent. Et ben voilà, il va falloir faire des manœuvres pour engager une épaule puis l'autre et dégager enfin l'enfant. On a 3 ou 4 minutes pour intervenir, sinon on a des grosses complications. Et la première complication, c'est quand l'enfant manque d'oxygène, bien entendu, parce que pendant tout ce temps-là, il ne respire pas. On a la tête de l'enfant qui est bloquée, qui devient bleue, c'est vraiment pas un beau spectacle. Je ne vous ferai pas de photos parce que c'est vraiment pas agréable. Le truc, c'est de le dégager avant qu'il étouffe.
La première complication et la plus grave, vous l'avez compris, c'est le décès de l'enfant. Si on n'arrive pas à le dégager, pour une raison ou pour une autre, il va décéder. C'est une complication de cette situation. Heureusement, ce n'est pas la plus fréquente. La plupart du temps, on arrive à dégager l'enfant. Alors vous allez me dire, et la mère dans tout ça, elle doit souffrir. Et ben en fait, les manœuvres, même si elles sont traumatisantes sur le plan psychologique, le sont beaucoup moins sur le plan physique, et on n'a pas vraiment mis en évidence de relations entre d'éventuels troubles mictionnels, des incontinences urinaires, des choses ou anales, des choses comme ça après, et ce type de manœuvre. En fait, on n'est pas sur des grosses séries, donc c'est difficile de comparer, mais globalement, on n'a pas de complications maternelles plus fréquentes au niveau pelvique-périnéal tout au moins, après ces manœuvres. Alors le risque quand même pour les mères, c'est toujours l'expression utérine, parce qu'en faisant l'expression utérine, on peut blesser les organes intra-abdominaux de la mère. On peut faire des ruptures de rate, on peut faire des choses comme ça. Donc on a une deuxième contre-indication à faire l'expression utérine de toute façon, c'est pour préserver l'intégrité des organes intra-abdominaux de la mère. Voilà. La complication principale, vous l'avez compris, c'est le plexus brachial, la lésion du plexus brachial, parce qu'au cours de ces manœuvres, du simple fait d'ailleurs d'être coincé, le plexus brachial de l'enfant peut être lésé. Alors c'est quoi le plexus brachial? Le plexus brachial, c'est un ensemble de petits nerfs. Si vous considérez le rachis de l'enfant, comme ça, avec ses petites vertèbres, là, et puis il va jusqu'au trou occipital ici. Le rachis de l'enfant contient la moelle épinière, comme vous le savez. De la moelle épinière naissent des racines nerveuses. Racines nerveuses qui sortent, alors c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une racine sensitive, une racine motrice, une partie sympathique, etc. Enfin, toujours est-il que toutes ces petites fibres se réunissent en des racines qui vont ensuite constituer des réseaux qu'on appelle des plexus. Et finalement, de ces plexus vont sortir les nerfs qui vont au membre supérieur. Donc on va avoir un nerf cutané ici sous le deltoïde, puis on va avoir le nerf médian, le nerf radial, le nerf cubital et le nerf axillaire qui vont être destinés au membre supérieur. Les racines destinées au membre supérieur viennent des niveaux C5 à D1. Voilà. Et ces racines sont toutes petites. Vous imaginez bien que chez un enfant de cette taille-là, ces racines sont beaucoup plus petites que les miennes. Et vous imaginez que si la tête de Robert se retrouve pliée et déplacée dans tous les sens, du simple fait qu'il est bloqué d'ailleurs, hein, pas uniquement à cause des manœuvres, et bien ça va tirer sur ces racines qui sont délicates et elles peuvent être lésées. Soit de façon qu'il va récupérer, c'est-à-dire juste un petit peu étiré, ça va récupérer secondairement, soit être carrément arraché ou avec des lésions qui vont récupérer beaucoup plus tardivement ou qui vont nécessiter des interventions chirurgicales où on fait des anastomoses entre les différents nerfs. Enfin ça c'est un autre sujet. Voilà. Donc la complication principale de la dystocie des épaules, c'est la lésion du plexus brachial. On peut avoir des lésions du plexus brachial en d'autres circonstances, elles ne sont pas toutes dues à la dystocie des épaules. On a des enfants qui naissent naturellement, sans traumatisme, ou même à l'issue de césarienne qui présentent des lésions du plexus brachial. Donc une lésion du plexus brachial ne veut pas dire qu'il y a eu une dystocie des épaules, ne veut pas dire qu'il y a eu une fausse manœuvre non plus. Les deux ne sont pas automatiquement liés. Ce n'est pas parce qu'il y a une lésion du plexus brachial qu'il y a eu une faute technique. Et ça, c'est très important à comprendre. Et c'est un élément qu'on va détailler après en ce qui concerne l'indemnisation de ces lésions. Voilà. Parce que ce n'est pas utile d'aller plus loin dans l'anatomie du plexus brachial et des nerfs qui en émergent. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'après la naissance, même si l'enfant a une lésion du plexus brachial, il va quand même bien se porter. Ce n'est pas quelque chose qui met sa santé et sa vie en danger. Et puis, il existe maintenant des équipes très spécialisées qui prennent en charge les différents cas et qui vont voir si on en reste au niveau de la surveillance, de la rééducation, si on a besoin de faire des interventions, des appareillages, des choses comme ça. Voilà. Ça nous amène à la partie médico-légale. Parce que vous allez me dire, attendez, dans tout ça, on a quand même dit qu'il y avait des choses à faire, des choses à pas faire. C'est quand même intéressant, parce que si les équipes ont fait des choses à pas faire, on va être tenté de leur imputer tout ou partie de la complication et des conséquences chez la mère ou chez l'enfant, surtout chez l'enfant. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'expression utérine est interdite, qu'il ne faut pas tirer sur la tête ni la tordre dans tous les sens, et que si intervient une lésion du plexus brachial, elle n'est pas fortement fautive. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la jurisprudence évolue assez rapidement, et notamment récemment a évolué en ce qui concerne la prise en charge des lésions du plexus brachial.
Jusqu'à présent, les patients victimes de ces complications étaient indemnisés uniquement si on mettait en évidence une faute dans la prise en charge, une mauvaise manœuvre, ce que je vous ai expliqué. Le Conseil d'État et la Cour de cassation ont décidé autrement et ont considéré qu'il serait inéquitable de ne pas indemniser, au moins au titre de la solidarité nationale, les enfants qui ont les lésions les plus importantes. Parce que finalement, même en dehors de toute faute, ces enfants peuvent se retrouver avec des lésions importantes. Et donc, aujourd'hui, les ruptures, les paralysies définitives du plexus brachial sont susceptibles d'être prises en charge au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM. C'est-à-dire que les victimes et leurs ayants droit seront indemnisés selon le barème de l'ONIAM, mais pour ça, il faudra une procédure CCI ou une procédure judiciaire. Tout ça est très compliqué là encore. Cette présentation avait pour but de vous donner les grandes lignes de ces deux complications consécutives, maternelles puis fétales, et je vous conseille d'aller voir notre site docditou.com pour beaucoup plus d'informations. Sur le site, vous trouverez tout le détail de l'information sur ce type de complications, comment ça arrive, ce qu'il faut faire, pas faire, et bien entendu, quelles sont les voies d'indemnisation possibles et comment déposer vos dossiers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et à bientôt pour une suivante.